Bonjour à tous. Je me présente, Nadia Orubello, directrice Relations avec les membres et partenariats Chambre de commerce de Montréal métropolitain. Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire d'experts intitulé Tendances technologiques 2021, maîtriser le changement pour bâtir une nouvelle normalité, présenté par Accenture. Le webinaire d'aujourd'hui vous permettra d'en apprendre plus sur les 5 tendances technologiques qui façonneront les entreprises et la technologie de l'avenir, ainsi que les mesures critiques que doivent prendre les dirigeants pour devenir des maîtres du changement. On vous invite à poser vos questions dans l'onglet Q&A tout au long de ce webinaire, puisqu'une période de questions suivra la présentation. Sans plus tarder, je laisse la parole à nos conférencières. Martine Lapointe, directrice générale du Bureau de Montréal Accenture, et Tania Nohorniak, directrice générale du Conseil en technologie Accenture. C'est à vous, mesdames. Merci, Nadia. Donc, imaginez que vous achetez votre première paire de lunettes. Votre vue a changé progressivement, mais trop lentement pour que vous remarquiez ce qui se passe. Et voilà que vous mettez cette première paire de lunettes. Tout à coup, vous pouvez lire facilement le menu dans un café ou le tableau à l'école. Quand vous sortez, chaque feuille de chaque arbre est parfaitement nette. Vous pouvez voir des détails que vous n'aviez jamais vus avant. Pour beaucoup d'entreprises l'an dernier, ça a été comme cette nouvelle paire de lunettes. La pandémie a été un tournant qui a forcé les entreprises à se regarder d'un œil différent. Elle a mis les entreprises à l'épreuve de façon inattendue. Ça a haussé également le niveau d'adaptabilité et d'innovation dont elles devaient faire preuve. Et ça a révélé des vulnérabilités qui avaient pu être ignorées auparavant. Par exemple, des processus de travail rigides, une chaîne d'approvisionnement fragile ou encore des données qui ne sont pas fiables. Donc, ça a vraiment fait comprendre aux entreprises les limites de leur façon de fonctionner. Donc, bonjour à tous et merci de vous joindre avec nous ce midi. Mon nom est Martine Lapointe, je suis la directrice générale du Bureau de Montréal de Accenture. Je suis une technologue d'affaires, donc j'aide nos clients à se renouveler au point de vue technologique et numérique afin de supporter leur vision et leur croissance d'affaires. J'ai la chance de co-présenter aujourd'hui avec ma collègue Tania Nohorniak, qui est une leader exceptionnelle et avec qui ça a été un plaisir de travailler pendant plus de 10 ans. Pour en revenir à notre nouvelle paire de lunettes pour nos entreprises québécoises. Donc, les entreprises ont commencé à se réinventer. Elles ont accéléré leur calendrier de transformation numérique, passant de programmes sur 10 ans à des plans de 2 ou 3 ans. Et pour répondre aux nouveaux besoins de leurs employés et de leurs clients, les entreprises ont pivoté plus rapidement qu'elles ne pensaient même être possible. Donc, par exemple, en mars 2022, en quelques semaines à peine, au Royaume-Uni, le National Health Services, le NHS, a déployé Microsoft Teams à 1,2 million d'employés. Chez Accenture, en 1 à 2 semaines, nos 500 000 employés avaient tous la possibilité de travailler à distance. Bon, on était déjà de 90 à 95 déjà avec l'habilité d'être à distance, mais le dernier bout a été quand même assez significatif. Un autre exemple chez Ford. Donc, on peut dire qu'il y avait un petit peu moins d'engouement pour des essais routiers au printemps dernier. Donc, Ford a créé 10 vidéos interactives en réalité augmentée pour que les gens puissent essayer la nouvelle Mustang électrique. Alors, après une année de transformation si accélérée, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Donc, l'année dernière, on nous avait fait une avancée rapide vers l'avenir. La technologie a été la bouée de sauvetage de tout le monde et des entreprises pendant la pandémie. Il y a eu l'innovation importante et de nombreuses organisations ont pris les devants. En utilisant la technologie pour maintenir, la productivité de leurs employés, mais aussi également le bon fonctionnement de leur collectivité. Parce qu'elles ont adopté rapidement la technologie, 30% des entreprises s'attendent à retrouver en 2021 les mêmes niveaux de croissance de pré-pandémie. Et un autre 30% s'attendent à une reprise d'ici 2022. D'une autre part, pour les retardataires du numérique, donc les entreprises qui avaient reporté leur transformation numérique, donc ne disposaient pas des bases nécessaires pour s'adapter rapidement, le réveil a été brutal. Avant la pandémie, une étude d'Accenture avait révélé que les chefs de file du numérique, soit 10% des entreprises, tous secteurs confondus, performaient 2 fois mieux que les autres entreprises. Maintenant, l'écart s'est creusé. Donc, les 10% des entreprises qui sont chefs de file dans le numérique sont 5 fois plus performantes. Donc, pour toutes les autres entreprises, elles font face à un écart de réalisation plus grand que jamais en matière de transformation numérique. Voici donc 4 grandes nouvelles réalités à considérer pour continuer leur progression.
La première nouvelle réalité, c'est la réinvention de l'expérience humaine, c'est-à-dire la façon dont nous engageons avec notre famille et nos amis, la façon dont nous répondons à nos besoins fondamentaux comme la nourriture, la santé, donc merci à la carte express, et également la façon dont nous nous divertissons, donc, et aussi un grand merci à Netflix pour le divertissement. Donc, pour des milliards de personnes dans le monde, ces façons de vivre ont changé et dépendent désormais de la technologie. Donc, la deuxième nouvelle réalité, c'est que chaque entreprise est rendue une entreprise technologique. La techno a permis aux entreprises de poursuivre leurs activités et aux gens de rester connectés pendant la pandémie. Elle est passée d'un rôle de soutien à un rôle de premier plan pour de nombreuses entreprises. La troisième nouvelle réalité, c'est la façon dont nous travaillons et nous collaborons. Donc, on ne va pas retrouver le travail tel qu'il était avant la pandémie. En fait, une étude de Gartner nous a dit que près de 50% des employés continueront probablement à travailler à distance, donc au moins à temps partiel dans les prochaines années. Notre quatrième nouvelle réalité, c'est la durabilité à monter en priorité. Donc, les entreprises cherchent à renforcer leur fondation dans le développement durable pour des questions de pérennité de l'entreprise, mais également pour des préoccupations environnementales. Donc, en gros, les dernières années, ça fait des avancées rapides vers l'avenir. Cependant, le fossé numérique s'est creusé entre les chefs de file et le reste des entreprises. Donc, ces entreprises doivent prendre en ligne de compte ces 4 nouvelles réalités pour continuer de progresser. Donc, nous avons ici une chance qui se présente qu'une fois par génération, de transformer un moment de vérité pour les entreprises en un moment d'opportunité. C'est l'occasion pour les entreprises de définir l'avenir de leur secteur, de bâtir, de partager une nouvelle vision, puis finalement de construire un monde meilleur qui ne l'était auparavant. Mais pour ce faire, les entreprises et leurs dirigeants doivent devenir des maîtres du changement. Donc, la vision technologique d'Accenture cette année porte sur la maîtrise du changement et non pas sur le repli dans le familier. La dernière année a changé complètement nos mondes de fonctionnement, mais surtout des attentes par rapport aux entreprises avec qui on fait affaire. Donc, cette transformation numérique fournit des éléments de base pour donner vie à un nouvel avenir. La voie à suivre pour chaque secteur est devenue une page blanche. Les leaders de demain sont ceux qui comprendront qu'il n'y a pas de leadership sans leadership technologique. Ils n'attendent pas la prochaine, la nouvelle normalité, ils la construisent dès aujourd'hui. Et elles revoient aussi leur approche en prenant compte du bien-être des individus et de l'impact environnemental et finalement du talent dans leur entreprise et bien plus. Donc, chacune des tendances de notre vision technologique porte sur la façon dont les entreprises peuvent adopter ce nouveau type de leadership. Commençons par la tendance des balises plus solides. Donc, il s'agit de l'architecture technologique et de la façon dont les choix en techno déterminent la capacité d'adaptation des entreprises à long terme. Dans le monde miroir, il est question de l'avenue des jumeaux numériques et de la façon dont les entreprises les utilisent et vont les utiliser également dans le futur. Quant à la tendance, moi, technologue, elle vise à démocratiser les outils technologiques et à permettre aux employés d'être les moteurs de ce changement. Dans partout et en tout lieu, il est question de télétravail, mais pas seulement de travail à domicile, mais du travail en tous les lieux. Et de cette façon, les entreprises commencent à inventer leur modèle de main-d'œuvre. Enfin, la dernière tendance, c'est de l'individu au collectif qui vise à changer la façon de s'engager dans des écosystèmes multi-fournisseurs et multi-partenaires. Donc aujourd'hui, nous allons passer à revue chacune de ces tendances et vous démontrer quelques exemples de la façon dont les entreprises les mettent en œuvre. Donc, commençons maintenant par des balises plus solides. Merci, Martine. Bonjour tout le monde, mon nom est Tania Norniak et je suis une directrice générale dans notre groupe de technologie basé à Montréal et j'aide nos clients québécois à faire la transformation numérique. Alors, commençons par des balises plus solides. Cette tendance concerne la manière dont les stratégies commerciales et technologiques deviennent inséparables. Quand on pense à l'avenir des transports, on pense aux véhicules autonomes. Pour l'avenir du secteur manufacturier, on pense à la robotique. Quant à l'avenir de l'alimentation, on pense à l'agriculture de précision guidée par l'intelligence de pointe. À chaque fois qu'on pense à l'avenir d'un secteur, on pense à la technologie. Les nouvelles technologies ont toujours fait progresser les industries, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les entreprises ont plus d'options technologiques et de variétés à leur disposition. Il y a la distribution des déploiements en cloud, au type de modèle de IA ou même des solutions sous forme de services. L'industrie du jeu vidéo est l'un des secteurs où ce phénomène est le plus évident.
Pensez à la concurrence qui se livre Sony et Microsoft. Depuis des décennies, les deux entreprises abordent le marché des jeux vidéo de façon très similaire, en lançant des consoles ou en faisant des concurrences pour leur matériel et leurs contrats de contenu exclusif. Mais Microsoft met l'accent sur le cloud et travaille en s'efforçant de rendre plus de jeux accessibles à un plus grand nombre d'appareils. Son service d'abonnement Game Pass permet aux gamers de jouer à une grande variété de jeux hébergés dans le cloud. Et grâce à la connexion multi-appareils, les clients peuvent jouer à ces jeux sur toutes sortes de différents appareils. De son côté, Sony met l'accent sur le matériel de prochaine génération pour offrir des expériences immersives. La console PlayStation 5 exploite des casques à réalité virtuelle PlayStation et dispose de nouvelles manettes dotées d'un mécanisme exclusif de feedback haptique pour rendre plus réalistes les activités de jeu. Maintenant, un autre exemple. Cookit Montréal. L'entreprise offre des recettes toutes faites et livrées directement à leurs clients. J'avoue que j'adore cette formule. Elle a fait sa transformation numérique durant la pandémie pour augmenter ses ventes en ligne. Depuis un an, le nombre d'abonnés de Cookit a triplé et l'entreprise est passée de 200 à 500 employés. C'est une croissance vraiment incroyable. Cookit a diversifié leur offre en augmentant plus de nombre de recettes dans son menu, incluant des recettes de brunch et une option apéro, tout en proposant à ses abonnés de se retrouver autour du même repas sur un appel conférence. La puissance d'automatisation amène Cookit à accélérer son portefeuille de revenus et, bien sûr, augmenter sa clientèle. Passons à un autre exemple. Ralph Lauren. Profitant de la grande variété de technologies disponibles aujourd'hui, Ralph Lauren déploie des solutions uniques pour se donner un avantage sur le marché. Elle dispose depuis longtemps d'un programme de personnalisation, mais ce dernier se limitait en grande partie au choix de certaines couleurs ou à l'ajout de broderies aux produits existants. Mais en 2020, elle a dépassé ce stade en offrant aux clients de créer leur propre veste personnalisée et en se lançant dans ce qu'on appelle le Made to Order, qui suit les spécifications des clients à la lettre. Ralph Lauren a également lancé un programme qui attribue aux produits un identifiant unique lors de leur fabrication et permet aux clients de vérifier leur authenticité à travers comme un code QR intégré dans les vêtements. En plus, ces identifiants permettent à l'entreprise de continuer à proposer à l'acheteur de nouvelles interactions au fil du temps. Finalement, c'est une entreprise qui fait la démonstration des choix technologiques stratégiques et aborde le marché de façon originale. C'est bien le constructeur automobile Bentley. En effet, ce constructeur répond à la demande croissante en manière de durabilité en réinventant ses modèles autour de matériaux plus écologiques. L'entreprise travaille à la réalisation de son premier modèle de production entièrement électrique qui devrait arriver sur le marché en 2026. Elle est en train de mettre au point un groupe motopropulseur rentable, baptisé E-Axle, lesquels est entièrement recyclable et élimine les éléments nocifs qui se trouvent dans de nombreux véhicules électriques actuels. Bentley espère qu'en plus de ne pas produire aucune émission due à la propulsion, ce projet pourrait contribuer à réduire l'impact global des voitures électriques. Notre prochaine tendance est le monde miroir. Et pour la présenter, Martine va vous ramener en avril 1970. La capsule Apollo 13 de la NASA en route vers la Lune est gravement endommagée. À plus de 320 000 km de la Terre, les contrôleurs de la mission à Houston doivent aider les astronautes à bord, mais ni eux ni les astronautes ne peuvent voir ce qui se passe. Heureusement, la NASA a une solution à ce problème.
Elle dispose de 15 simulateurs à Houston qui représentent chacun une partie différente de l'engin spatial ou des aspects de la mission. Ils modifient les simulateurs pour reproduire ce qu'ils savent de la situation à bord d'Apollo 13. Et puis, ils les utilisent pour tester des idées rapidement et en toute sécurité. Ça leur permet finalement d'affiner un plan pour ramener les astronautes sur Terre, et on sait tous le restant de l'histoire. Donc, cette technique, qui a été un exploit incroyable à l'époque, est aujourd'hui de plus en plus populaire dans presque tous les secteurs. Les simulateurs de la NASA ont été les précurseurs des jumeaux numériques. Les entreprises qui utilisent de plus en plus les jumeaux numériques avec des données en temps réel, historiques et même des fois simulées. Ça permet de modéliser virtuellement les équipements, les processus, les produits, les services et bien plus encore. Il y a un changement encore plus important qui est en train de se produire. Les entreprises commencent à relier leurs jumeaux numériques par des fils de données ininterrompus. Elles peuvent créer des modèles d'usines entières ou encore des chaînes d'approvisionnement complètes dans un mode de simulation. Donc, elles construisent des mondes miroirs qui permettent de répondre à des questions comme « Quel serait l'impact si je ferme cet entreprise? » Ou encore « Comment puis-je mettre ce produit à jour le plus rapidement possible? » ou « Est-ce que je peux le faire avec mes fournisseurs actuels? » Donc, ces énormes réseaux de jumeaux numériques offrent un changement radical dans la façon dont les entreprises fonctionnent, elles innovent et même dans la façon dont elles collaborent entre elles. La plupart des jumeaux numériques s'appuient sur une combinaison de données historiques et en temps réel. D'autres nécessitent un troisième type de données, donc les données synthétiques qui sont générées. Certaines entreprises commencent même à mettre au point des jumeaux numériques de produits qui n'ont même pas encore été fabriqués pour pouvoir tester des variations de conception, tester le produit dans des situations difficiles, comme par exemple des conditions météorologiques extrêmes. Et ce, avant même qu'on puisse construire le prototype physique. Donc, un bel exemple de ça est MacVision, qui fait partie d'Accenture Interactif. Donc, MacVision et 25 partenaires travaillent à établir une norme de validation et d'approbation des modules d'intelligence artificielle pour les voitures autonomes. Donc, ensemble, ils créent des données d'apprentissage et des essais reproductibles. Donc, ça permet de modéliser la réalité de façon très fiable. Ça permet aussi de faire des simulations virtuelles en utilisant des données synthétiques pour tester les algorithmes de l'intelligence artificielle, puis également d'apprendre des choses importantes comme la reconnaissance des piétons ou des cyclistes. Et on sait très bien que c'est très important à Montréal. Je pense même qu'on devrait créer un environnement virtuel montréalais pour bien tester les algorithmes. Donc, le projet de recherche et de collaboration s'appelle Safe AI for Automated Driving. Il est sous le leadership de Volkswagen et je vous invite à aller voir ce consortium en ligne pour vraiment voir ce qu'ils font ensemble. Un peu plus proche de nous, la tendance au monde miroir se reflète bien à la boutique DDD, qui s'appelle Dédié au design durable, donc l'entreprise du quartier Outremont focusée sur le design et la décoration durable. Quand sa clientèle ne pouvait plus faire ses achats en personne, la boutique DDD a pivoté rapidement, créé une réplique exacte de leur boutique sur Internet pour permettre aux gens de continuer à faire leurs achats. Donc, eux autres peuvent continuer à faire leurs opérations. Donc, ça a permis d'augmenter les ventes, la visibilité de leur boutique, puis ils ont compris rapidement que le commerce était en pleine mutation, une mutation très rapide. Donc, chaque entreprise se doit d'intégrer les outils numériques, donc les plus appropriés pour vraiment pouvoir exploiter tout le potentiel des ventes et du marché en ligne. Finalement, certaines entreprises commencent à utiliser la technologie des jumeaux intelligents pour simuler des risques de sécurité et tester les défenses contre les utilisateurs mal intentionnés. Facebook dispose d'un simulateur appelé WW, qui est une réplique de la base de code réel de l'entreprise. Dans cette simulation, les ingénieurs de Facebook utilisent des robots dotés d'une intelligence artificielle pour imiter à la fois les utilisateurs réguliers, comme vous et moi, de Facebook, mais aussi les utilisateurs mal intentionnés. Dans ce modèle, les ingénieurs peuvent tester diverses stratégies pour ralentir ou même vraiment limiter les mauvais comportements, puis voir si ça fonctionne contre les robots. Donc, pour créer le WW, Facebook a fait appel au marché pour travailler avec des gens du milieu scientifique et académique. Donc, ils ont reçu plus que 85 soumissions à travers 17 pays. Donc, on peut voir que les jumeaux numériques deviennent vraiment de plus en plus des outils standards dans les entreprises. Passons maintenant à moi, technologue, avec Tania. Imaginez si vous pouviez construire un site web simplement en le décrivant. Mais c'est exactement ce qu'a fait un développeur qui a testé GPT-3 en juillet dernier. Alors, GPT-3 est le modèle linguistique d'apprentissage profond du troisième génération de la société OpenAI
capable de générer du texte humain. L'entreprise a demandé de l'aide pour tester ses capacités. Les développeurs ont commencé à l'utiliser pour produire des nouvelles, des articles, de la musique et même du code. GPT-3 et le traitement de langage naturel ne sont pas les seuls outils qui rendent plus accessibles les capacités de développement. Les plateformes de programmation schématisée et l'automatisation robotisée des processus mettent également de puissantes capacités technologiques entre les mains des gens, sans qu'ils aient besoin de compétences spécialisées. Ces outils sont ce que nous appelons la technologie démocratisée. Ils entraînent un puissant changement dans l'innovation d'entreprise. Bien sûr, donner accès à ces outils n'est qu'une partie de l'équation. Les entreprises qui veulent donner à leurs employés les moyens de créer des solutions technologiques devront également les former à penser comme des technologues. Il ne s'agit pas de transformer tout le monde en codeur expert. Moi quand même, j'aimerais ça, là. Mais enseigner aux gens les avantages et les risques des différentes décisions et éventuellement de mettre en place des contraintes pour éviter les risques de sécurité accidentelle. Alors, pour illustrer le concept, un exemple. Les outils démocratisés permettent aux travailleurs de tous les niveaux de compétences de concevoir des solutions technologiques. Mais pour vraiment avoir un effet, il faut également investir dans la culture technologique globale de l'entreprise. La compagnie d'assurance et de placement Nationwide, par exemple, a annoncé qu'elle dépensera 160 millions de dollars sur 5 ans pour offrir une formation sur les capacités futures à ses employés des États-Unis. Et chez Accenture, le programme Quotient technologique, qui couvre des processus de développement, le cloud, le blockchain et bien sûr le IA, vise à aider les employés à comprendre et à articuler les concepts technologiques et leurs valeurs opérationnelles et leur application. Le programme est un gros succès à travers le monde dans l'organisation. C'est des petites capsules d'informations parfaites pour les personnes très occupées. Google. Les gens et les entreprises disposent aujourd'hui d'un si grand nombre d'outils technologiques que certaines prennent vraiment à cœur la notion d'innovation locale. Certaines ne se contentent pas de fournir les outils permettant aux personnes les plus proches des problèmes de l'entreprise de créer les solutions. Ils laissent à ces personnes décider des outils dont elles ont besoin. Chez Google, par exemple, les employés peuvent utiliser de nouveaux outils même s'ils ne sont pas encore pris en charge par l'entreprise. Mais ils ne sont pas libres de faire n'importe quoi, n'importe quand. Ils doivent avoir un besoin opérationnel important, doivent faire le travail nécessaire pour soutenir leur nouveau stack techno et doivent être conscients des problèmes potentiels comme la difficulté de communiquer ou de collaborer entre les équipes. Finalement, Mecasys. C'est une compagnie québécoise qui produit des murs préfabriqués et elle s'est transformée en entreprise techno en mettant en point un système de projection laser pour afficher les plans de construction à l'échelle réelle sur les chantiers. Avec ce système, ils pouvaient projeter les plans informatisés à partir d'une tablette durant l'arrêt forcé des chantiers causé par la pandémie de la COVID-19. Cette technologie et d'autres outils de travail à distance permettent à Mecasys de maintenir la productivité malgré le contexte. Il y a une augmentation des financements pour les technologies de construction, ce qui favorise l'innovation et l'utilisation de la robotique, de logiciels avancés et d'outils de gestion. Notre quatrième tendance est partout et en tout lieu. Combien d'entre vous se souviennent du début du mouvement « Apportez vos appareils personnels au travail ». Donc, les entreprises commençaient à permettre à leurs employés d'utiliser leurs propres ordinateurs portatifs ou leur propre téléphone pour le travail. Puis rapidement, ils ont dû mettre en œuvre des nouvelles politiques et des solutions pour rendre ça possible. En fin de compte, ça avait donné plus de souplesse aux employés, ça fait économiser de l'argent aux entreprises, mais ça a été tout un défi au début.
L'année dernière est une version extrême de cette approche, seulement qu'au lieu d'apporter leurs propres appareils, les gens emportaient leur environnement de travail au complet. Donc, quand la pandémie a commencé, une foule de gens partout dans le monde, dans tous les secteurs, se sont soudainement mis au télétravail. Puis, de mémoire d'hommes et de femmes, ça a été la plus grande transformation de la main-d'œuvre, donc après l'industrialisation et la venue de la technologie. Quand les gens ont commencé à travailler de la maison, les ordinateurs portables se sont magiquement trouvés connectés au même réseau que les haut-parleurs intelligents, les caméras de sécurité, les consoles de jeux, les iPads des enfants et bien plus. Donc, les gens travaillent entourés de leurs enfants, de leurs colocataires, tout en remplissant leurs autres applications. Donc, qui ici vide ses fois son lave-vaisselle, répond à un colis, pour un colis d'Amazon à la porte, se fait un café, tout ça pendant qu'on travaille. Donc, les entreprises ont dû s'adapter rapidement puis vraiment redoubler d'efforts pour trouver des solutions technologiques pour que tout fonctionne puis que les gens restent productifs aussi. Donc, plusieurs ont déployé des outils de collaboration comme Teams dans l'ensemble de l'organisation, puis ça très, très rapidement. Puis certaines sont efforcées de réduire le nombre de personnes qui devaient être physiquement présentes. Donc, des fois, c'était dans des investissements dans la robotique, par exemple, ou même dans la réalité augmentée. Et même si beaucoup d'entreprises ont lancé des initiatives pour résoudre un problème temporaire, ça a déclenché une transformation qui durera bien au-delà de la pandémie. Donc, personne ne va également vraiment retourner au travail comme dans son souvenir, parce que les entreprises ont rendu possible le travail presque partout. Donc, avec la fin de la pandémie qui approche, on se croise les doigts, on se dirige de plus en plus vers un nouvel avenir de travail. Alors, il y a deux choses importantes qu'on doit prendre en ligne de compte. Donc, premièrement, une grande partie de la main-d'œuvre a passé la dernière année à profiter de la souplesse et des avantages du télétravail. Et il y en a beaucoup qui hésitent à retourner dans les bureaux. Right? On a également différents types de travailleurs, certains qui vont retourner dans les bureaux à temps plein, d'autres poursuivent le télétravail, et pour beaucoup d'autres, ça va être un mélange entre les deux. Donc, on pourra engager des gens dans des régions éloignées dans le futur aussi. Ça va être plus facile. Ou encore faire du travail à partir de différents pays. Donc, on pourrait bénéficier des talents des digital nomads également. Donc, la bonne stratégie puis le bon équilibre entre le télétravail et le travail en personne sont différents pour chaque entreprise, mais aussi pour chaque personne. Les entreprises les mieux préparées à ce qui s'en vient sont celles qui en profitent pour revoir puis se réinventent pour permettre aux employés de travailler de n'importe où et des fois à différentes heures également. Twitter. Donc, ça a été une des premières grandes entreprises à adopter le télétravail de façon plus permanente. Donc, aujourd'hui, l'entreprise commence à réfléchir dans la façon dont sa culture de travail doit également évoluer pour s'adapter aux télétravailleurs. Bien que dans le nouveau modèle, ça va les aider à atteindre certains objectifs. Bon, par exemple, l'embauche d'employés de diversité qui viennent un peu partout des États-Unis, l'Amérique du Nord. Les dirigeants de Twitter ont également cerné des points à améliorer. Donc, par exemple, l'attitude dans les réunions. Donc, ils ont seulement réduit les appels vidéo. Puis, ils ont également repensé l'évaluation du rendement pour éviter les préjugés par rapport aux télétravailleurs. Puis, ils cherchent aussi des moyens de recréer les rencontres autour de la fameuse machine à café qu'on s'ennuie tous. Pour Shopify, donc ce géant technologique canadien du commerce transactionnel a réinventé le travail puis ont complètement éliminé les travails au bureau suite à la pandémie, donc pour 5 000 employés. Cette nouvelle façon mobile de télétravailler, ça les a vraiment équipés pour rencontrer la demande croissante qui venait des marchands en même temps. Donc, la majorité, c'est une entreprise qui fait du commerce, qui permet le commerce électronique. Right? Donc, l'entreprise a presque doublé ses revenus en moins de 3 mois. Et après ça, ils ont été capables d'enregistrer une augmentation de presque 97 % de leurs revenus dans le deuxième trimestre. Donc, Shopify peut desservir ses clients mondiaux puis attirer du talent à l'échelle globale également en raison de son modèle partout et en tout lieu. Maintenant, parlons de l'individuel au collectif. Tania. Enfin, la dernière tendance. Ça vise à changer la façon dont nous établissons les partenariats. L'une des plus grandes leçons que les entreprises peuvent tirer de la COVID-19, c'est qu'elles ont besoin d'une base de partenariat plus résiliente, adaptable et fiable. La pandémie a mis en évidence la fragilité de notre monde. Les supply chains ont été perturbées, les entreprises ont été coupées de leurs partenaires, elles ont dû s'efforcer de nouer rapidement de nouvelles relations. Pour bon nombre d'entreprises, les anciens systèmes les ont laissés tomber.
En raison de la nature hautement infectieuse du virus, par exemple, les entreprises voulaient avoir une idée précise de la façon dont les gens et les objets se déplaçaient, sans pour autant sacrifier la vie privée. Mais en de nombreux systèmes existants, ils n'étaient tout simplement pas en mesure de le faire. C'est pourquoi on assiste à l'augmentation d'investissements dans les systèmes multifournisseurs. Pendant longtemps, ces systèmes ont été considérés comme trop compliqués. Aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie mondiale, les systèmes multifournisseurs sont devenus une solution dont on a vraiment besoin. Au cours de la dernière année, les écosystèmes ont subi plus de changements que prévu. Et au cours des 3 prochaines années, les désirs des clients et les forces géopolitiques vont évoluer. Les systèmes multifournisseurs aideront les entreprises à s'adapter à ces changements. Et les organisations les plus averties pensent au-delà de la simple survie. Elles voient la croissance des systèmes multifournisseurs comme une occasion de devenir des chefs de file du secteur et d'être les vecteurs du changement dans leur secteur. Les systèmes multifournisseurs permettent non seulement de garantir un environnement commun, fiable et sécurisé, mais aussi de générer des relations équitables entre les partenaires. Alors, Mastercard, AWS, Everledger, Mercy Corp et Accenture ont collaboré pour transformer les supply chains telles que nous les connaissons. Pour cela, elles ont mis en place une fonctionnalité de Circular Supply Chain qui combine la vérification d'identité, la capacité de paiement, la planification des ressources et le partage sécurisé des données afin d'offrir des avantages à l'ensemble de l'écosystème. Grâce à ce système, les données sont enregistrées en toute sécurité pour fournir la provenance et l'historique des transactions de marchandises. Les clients peuvent envoyer des pourboires directement aux producteurs s'ils souhaitent. Et la biométrie aide à valider l'identité et à faire en sorte que les paiements parviennent aux bonnes personnes. Les fabricants et les distributeurs peuvent surveiller la circulation des biens et mieux optimiser, fixer les prix et se préparer aux changements imprévus en amont et en aval. Les systèmes multifournisseurs ont le potentiel d'entraîner des changements profonds dans les écosystèmes. Mais les entreprises doivent d'abord s'assurer qu'elles disposent des bases numériques nécessaires pour y participer. Honeywell et SAP, par exemple, se sont associés pour créer une plateforme complète de gestion des immeubles intégrant Honeywell Forge, ce qui est une plateforme qui tire parti des données de technologie opérationnelle et de l'Internet des objets pour assurer une visibilité opérationnelle. Puis ils l'ont combiné avec SAP Cloud pour Real Estate. Grâce à cette nouvelle plateforme, les entreprises ont été en mesure de consulter toutes les données opérationnelles et commerciales en un seul endroit, ce qui leur a permis d'atteindre plus facilement des objectifs comme la réduction de l'empreinte carbone ou l'amélioration de l'expérience des locataires. Et avec ça, on a complété un sommaire de nos tendances technologiques. Merci, Tania. Donc, j'aimerais terminer avec cette citation. Quand le vent du changement se lève, les uns construisent des murs, les autres des moulins à vent. Donc, nos 5 tendances montrent qu'il est impératif que les entreprises adoptent un état d'esprit axé sur le numérique dans leur organisation et commencent à tous devenir des maîtres du changement. Les entreprises ne sont plus seulement en concurrence pour les parts de marché. Elles rivalisent pour bâtir leur vision de l'avenir, pour la construire plus vite que la concurrence et pour attirer le talent également. Un nouvel avenir est en vue et il est différent de celui que tout le monde s'attendait. La question qui se pose à chacun est la suivante. Souhaitez-vous regarder le monde changer autour de vous ou souhaitez-vous être un acteur de ce changement? Donc, merci à tous et nous allons maintenant passer aux questions. Merci beaucoup, Martine et Tania. Pour votre information, la présentation sera envoyée à tous les participants par courriel suite au webinaire. Et j'en profite également pour vous rappeler qu'il est toujours possible de poser vos questions dans l'onglet Q&A, s'il vous plaît.
Mais j'ai une première question, en fait, pour vous, mesdames. Nous avons vu beaucoup de compagnies, entreprises pivoter rapidement durant la pandémie. Martine, vous avez fait mention au début de la présentation. Comment peuvent-elles maintenir cette adoption rapide de la technologie dans le futur? Oui, je pense que ça vaut vraiment la peine de considérer des outils dans un mode plus as a service, right? Comme par exemple des software as a service ou même des infrastructure as a service. C'est des plateformes qui sont renouvelées constamment. Donc, par exemple, si vous allez avec un SAP Oracle, donc vous avez automatiquement souvent les changements qui viennent et qui deviennent disponibles pour vous. Donc, ça, c'est vraiment une tendance qu'on voit qui permet de la sustainabilité, mais aussi de toujours être à jour avec les dernières innovations. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'innovations au niveau des fournisseurs d'info nuagiques, donc de cloud, puis également des fournisseurs au niveau des applications telles que des ERP. Donc, ça vaut vraiment la peine de regarder ça. Excellent, merci beaucoup. Je vous invite maintenant, mesdames, à répondre aux questions dans l'onglet Q&A. Oui, donc donc Isabelle pose une question, comment avez-vous personnellement innové votre façon de travailler en 2021 avec le nouveau climat d'affaires? Donc, Tania, c'est quelque chose que tu voudrais prendre? Oui, je vais le prendre. Tu sais, on a tous eu des ajustements l'année passée. Je pense pour moi, au début, c'était des changements que je faisais des meetings plus courts, tout simplement. Des meetings plus de 15 minutes. Mais là aussi, j'ai changé mes habitudes avec la caméra. C'est un détail, là, mais au début, je n'allumais pas les caméras avec nos appels quand je faisais des appels. Puis là, au début, c'était lentement les allumer, mais il fallait tout être parfait dans la salle, parfait, fermer la porte. Puis là, à un moment donné, maintenant, la caméra est tout le temps allumée. Si je vois mes enfants, le quotidien derrière, ça fait partie de la personnalisation de la personne avec qui tu parles. Alors, c'est un gros changement pour moi, mais je suis beaucoup plus confortable. Puis je dirais aussi avec mes meetings, maintenant qu'on ne se voit plus en personne, c'est de passer un petit peu de temps au début de meeting pour pas parler d'un sujet business, mais vraiment faire ça plus personnel pour avoir la connexion humaine que maintenant est un petit peu différent, je dirais, qu'on est tous virtuels. Merci, Tania. Donc, on a une autre question de Mathieu. Bonjour, Mathieu. Donc, comment le 5G peut-il aider les compagnies dans le nouveau mode Work from Everywhere? Donc, absolument, c'est sûr que ça va énormément aider. Right? Donc, l'accès plus rapide, vraiment de se connecter puis d'avoir moins d'interruptions, dans le fond, une connexion qui est plus rapide. Là, je pense aussi que c'est de l'accessibilité un peu partout, donc que ça soit dans les régions, éloignées, mais que ça soit dans d'autres pays également, va vraiment changer un petit peu la donne. Définitivement, je pense que les gens ont pris goût à aller travailler, par exemple, au chalet ou aller voyager un peu. Puis être capable, là, on ne peut pas trop voyager ces temps-ci, là, mais j'ai l'impression que quand les frontières vont réouvrir, je pense que les gens vont être intéressés aussi à aller travailler un peu de l'extérieur du pays. Donc, c'est sûr que le 5G va énormément aider. L'accès à des réseaux plus, pour les régions éloignées, donc des réseaux qui sont plus rapides, va énormément aider également. Je pense qu'il y a peut-être aussi une autre chose qui va devoir suivre, c'est au niveau des politiques des entreprises, pour permettre aux gens de travailler d'un peu partout, que ce soit au Québec, au Canada ou même dans d'autres pays également. Donc, merci Mathieu. Alors, on a une autre question également. Donc, certaines entreprises investissent de plus en plus dans les opérations de maintien de la technologie. Comment peuvent-elles rediriger ces investissements vers l'innovation technologique? En effet, écoutez, ça, je pense que ça revient aussi au même thème d'utiliser plus des plateformes, je dirais, qui sont partagées. C'est que ça permet de moins avoir à investir au niveau de l'infrastructure ou de l'applicatif, de diminuer ça. Puis après ça, donc, ça permet d'avoir les updates de façon régulière. Donc, ce qu'on voit beaucoup, c'est des entreprises en ce moment qui ont des plateformes, par exemple ERP, qui sont présentement dans des centres de données physiques, qui sont en train justement de pivoter plus vers des ERP qui vont être, qui sont des fois partagés avec d'autres également, donc en mode SaaS, puis d'aller sur le cloud. Comme ça, eux autres peuvent réinvestir au niveau de l'innovation. Puis avec ça aussi, c'est qu'il y a tellement d'investissements qui se font qu'il y a plein d'innovations qui viennent naturellement. Donc, c'est toujours de rester au courant aussi. Donc, un coup qu'on a une plateforme qui est partagée, puis qu'il y a une innovation qui sort tout le temps, comment rester toujours au courant de ce qui sort.
Donc là, c'est important de regarder, probablement d'avoir un comité d'innovation. Ouais? Donc, un comité qui regarde, par exemple, moi, je travaille beaucoup ces temps-ci avec des transformations de nos clients d'affaires basées sur SAP. Mais SAP, à chaque année, a des relâches de nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est de regarder ça, qu'est-ce qui est maintenant disponible, puis de décider est-ce qu'on va prendre bénéfice de ça. Ouais, puis est-ce que ça peut vraiment apporter de la valeur d'affaires? Donc, d'avoir ce processus-là en place peut énormément aider. Merci beaucoup, Martine et Tania. En fait, je pense que ça fait le tour des questions. Merci encore une fois de votre participation et bien sûr notre partenaire Accenture. Merci également à vous tous d'avoir été des nôtres. Ne manquez pas notre prochaine conférence avec M. Claude Guay, président et directeur général d'IBM Canada, ce mercredi 12 mai. Et merci à vous encore une fois, mesdames. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.